De notre édition, nous allons consacrer notre partie débat afin de parler de l'exposition du siècle. Il s'agit de l'exposition de quelques objets, 101 objets de Toutankhamon, le roi le plus célèbre de toutes les dynasties pharaoniques en Égypte, grâce à ses trésors. Et cette exposition a déjà visité Los Angeles, Paris, et maintenant elle se trouve à Londres. Et il faut dire que l'exposition à Paris, le nombre de visiteurs a dépassé le nombre de visiteurs pour une exposition dans l'histoire. Alors, afin de mieux parler de l'importance d'une telle exposition et pourquoi cette exposition a suscité tout ce succès, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Meghed Goubron, égyptologue et guide touristique. Bienvenue à notre programme. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, qui est le roi Toutankhamon? Alors, pardon, le règne de Toutankhamon se situe à une époque un peu trouble dans l'histoire de l'Égypte, puisqu'il succède à Akhenaton, qui avait délaissé un petit peu la politique, les problèmes de l'Empire, etc., et s'était exilé, enfin, dans une ville qu'il avait fondée. Donc, en fait, Toutankhamon est un très jeune garçon quand il lui succède, âgé à peine de 9 ans, et sera, en fait, durant son règne, manipulé par les deux personnages les plus influents, peut-être de l'époque, le nommé Haï et le nommé Horemheb, qui, à travers ce jeune garçon, vont effectuer, après le schisme d'Akhenaton, le retour à Thèbes, le retour aux normes, etc. Donc, en fait, on peut dire, malheureusement, historiquement, son règne se situe à la fin de la 18e dynastie, c'est vrai, vers 1350 avant Jésus-Christ, mais il fut un des rois les plus insignifiants de toute l'histoire de l'Égypte. Il n'a marqué en rien l'histoire de l'Égypte, et toute sa célébrité revient juste au fait que sa tombe fut la seule tombe royale d'une époque d'empire quelconque en Égypte ancienne, Ancien, Moyen, Nouvel Empire, et qui fut retrouvée quasiment intacte. Sinon, je suis désolé, on n'entendrait jamais parler de ce jeune garçon. Historiquement. Historiquement parlant, bien sûr. Il a de la chance parce qu'il reste très connu par tout le monde, le nom se répète. Et à propos de cette exposition, bien sûr, on attendait un succès. C'est un fait. Mais l'égyptomanie est de retour sur scène et fait recette partout, puisque elle a dépassé les limites à Paris, l'exposition. Selon vous, pourquoi l'exposition a connu tout ce succès, inattendu un peu? Alors, il faut dire que déjà, la première exposition de Toutankhamon à Paris en 1967 avait déjà à l'époque battu des records. Et celle-ci en a battu d'autres. C'est l'exposition la plus visitée de l'histoire de Paris. Et bien sûr, il y a toujours eu l'égyptomanie, comme vous dites, qui peut-être a débuté vers le milieu du 19e siècle, ne s'est jamais interrompu. Mais il y a des pics. Peut-être je peux expliquer ceci par le fait que les Françaises et les Français ont été privés pendant quelques années de pouvoir visiter l'Égypte pour des raisons indifféremment desquelles. Donc, et que là, comme le dit le dicton, si tu ne viens pas à la Gardère ira à toi. Donc si eux n'ont pas pu venir visiter les trésors de Toutankhamon en Égypte, c'est Toutankhamon qui a été leur rendre visite chez eux. À part, bien sûr, toutes celles et tous ceux qui, heureusement d'ailleurs, recommencent à visiter l'Égypte sur place. D'autre part, c'est la dernière fois où la collection de Toutankhamon quittera l'Égypte. Parce que quand l'exposition va se terminer et rentrera en Égypte pour 2022, qui sera le centenaire de la découverte de la tombe, elle ne quittera plus jamais l'Égypte. Elle sera exposée correctement dans le nouveau Grand Musée du Caire. Donc c'est la dernière fois où ce jeune roi ou ses collections font un voyage à l'étranger. Donc ça peut expliquer ceci également. Et je pense que ce n'est pas un hasard du calendrier que l'exposition soit à Londres le jour du 97e anniversaire de la découverte de la tombe, par un Anglais également, Howard Carter, et qui était financé par un Anglais comme lui, Lord Carnarvon. Donc tout ceci, je pense, participe au succès de cette exposition, quoi. Est-ce qu'on trouve partout en Europe cette égyptomanie ou seulement en France et en Angleterre? Non, je vais vous dire, il y a des pays qui, historiquement, ont peut-être plus de, comment dire, d'attrait pour l'Égypte, notamment la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne aussi. C'est en fait dû au nombre d'égyptologues de chacun de ces pays qui s'est intéressé à l'Égypte et qui, de ce fait, a répercuté ceci chez lui. Après, il y a peut-être aussi l'Italie, il y a eu de grands
aventuriers, c'est vrai, comme Giovanni Belzoni, et il y a des égyptologues comme M. Schiaparelli, enfin bon, qui a découvert la superbe tombe de Nefertari, par exemple, dans la vallée des Reines. Mais en général, il y a quand même toujours cet attrait, mais qui atteint certains pics dans certains pays européens, notamment peut-être les trois les plus importants, c'est la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Oui. Alors, si on parle de l'Égypte comme attraction touristique, les 10 dernières années, on a connu un afflux en ce qui concerne le tourisme balnéaire. Oui. Avec une exposition pareille, avec plusieurs autres découvertes, la préparation pour l'inauguration du Grand Musée, on estime et on espère qu'il y aura un retour grandiose de ce qu'on nomme le tourisme culturel, qui est considéré comme étant le tourisme le plus élégant, le plus sophistiqué et le plus rentable, il faut le dire. Est-ce que ça sera le cas où ce n'est plus le tourisme culturel qui est la cible des agences? Non, c'est deux publics différents. C'est-à-dire, ceux qui font le voyage culturel en Égypte, le balnéaire ne les intéresse pas trop. Ou éventuellement, peut-être pour une ou deux journées en extension de leur séjour, et vice-versa. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Quand les Russes venaient chez nous, et nous souhaitons que leur gouvernement, obtempère, ils passaient des séjours à Hurghada, d'accord? Et d'Hurghada, ils passaient une journée à Luxor, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le overday. Ils partaient très tôt le matin à Hurghada, visiter les sites de Luxor, c'est vrai, vite fait, rive est, rive ouest, et rentrer le soir à Hurghada. Mais on ne peut pas qualifier ça de tourisme culturel, je le qualifierais de tourisme de curiosité. Puisque nous sommes en Égypte, ces gens-là, il paraît qu'ils ont des vieilles pierres quelque part, pas très loin, à 280 km, qui est la distance entre Hurghada et Luxor. Bon, allez, on va y jeter un coup d'œil, sans plus, d'accord? Quand le tourisme balnéaire battait son plein, par exemple à Hurghada et Sharm el-Sheikh, etc., et qu'il remplissait les hôtels là-bas, on ne les voyait pas du tout sur le Nil pour les voyages culturels. Donc on s'adresse à deux publics différents. Et, on ne peut pas faire un mélange des deux. Non, chacun cible son centre d'intérêt et je pense continuera à le faire. Et cette curiosité ne donnait pas aux touristes qui s'intéressaient auparavant au tourisme balnéaire de retourner en Égypte pour faire un autre genre de tourisme? C'est sûr, ça peut être le cas, mais à mon avis pour un certain pourcentage. Faut pas non plus rêver. C'est une question de nationalité ou bien c'est une question de culture? Je pense, non, nationalité va avec un peu culture, donc je dirais c'est peut-être d'une part culture et d'autre part l'intérêt que donne tel ou tel pays. Allez, par exemple, je vais vous donner un exemple. En France, de tout temps, la civilisation égyptienne ancienne a été enseignée à l'école, d'accord? Que ce soit en 6e, peut-être maintenant dans d'autres classes, mais j'ai rencontré dans ma vie professionnelle énormément de gens qui étaient des fois âgés de 60, 70 ans et qui venaient me dire, vous savez Magued, depuis qu'on a étudié l'Égypte à l'école, on a envie d'y venir. Et là, on est sur place, on a réalisé notre rêve. Peut-être que cette lacune dans d'autres pays où l'Égypte n'est pas, par exemple, ou ne fait pas partie d'un programme ou d'un cursus scolaire quelconque, n'éveille pas l'intérêt très tôt, donc n'aiguise pas l'appétit pour venir en Égypte. Après, ça peut venir plus tard. Mais quand je vous dis quand c'est pris à la source dès peut-être l'enfance, des enseignements dans les écoles, plus tard, bien sûr, ça sera un potentiel beaucoup plus important qu'auront ces gens-là par rapport à d'autres. Parmi les déclarations du ministre des Antiquités, Dr Khaled Amini, concernant cette exposition de Toutankhamon, il parlait que l'objectif essentiel d'une telle exposition, c'est d'attirer les amoureux d'Égypte à découvrir beaucoup plus de trésors qui se trouvent sur le sol ici en Égypte, de découvrir les tombes, les nouvelles découvertes, les deux musées, celui de Tahrir et le grand musée dans quelques mois. Selon vous, à quel point l'exposition a vraiment répondu à ces objectifs? Oh, je pense qu'elle a très largement répondu et que il y a certainement, alors si on parlait d'un pourcentage réduit tout à l'heure pour un autre sujet, là je pense que le pourcentage
de personnes qui auront visité cette exposition et qui viendront par la suite en Égypte sera très très important, quoi. Et c'est vrai, et je pense que, bon, parmi le public qui a été la visiter, il y a des gens, bien sûr, qui connaissaient déjà l'Égypte, qui l'avaient peut-être déjà visité une ou plusieurs fois, et parce qu'il faut dire également que cette exposition, il y a des objets ou des collections qui n'ont jamais été exposés au grand public. Ni même au musée du Caire, eu égard au manque de place. Vous savez, quand on a découvert la tombe de Toutankhamon, il y avait environ, grosso modo, 6000 objets. D'accord. Et le musée du Caire avait ouvert ses portes depuis une vingtaine d'années, en 1902, donc, et il n'y avait pas de place. Déjà, il saturait, donc il a fallu vider ce qu'étaient les deux couloirs qu'on avait baptisés l'aile de Toutankhamon, et qui a servi de tout temps à exposer pas plus de 1500. Et les autres se sont joints aux collections des dépôts, des magasins, des réserves du musée du Caire. Et là, il y avait parmi cette exposition certains objets qui étaient exposés pour la première fois. Et je peux dire que quand l'exposition retournera en Égypte en 2022, là, dans le nouveau Grand Musée du Caire, pour la première fois de l'histoire, l'ensemble des objets des collections retrouvées dans la tombe de Toutankhamon pourra être exposés et dans des conditions idéales en plus. Alors, juste une petite pause et on continue notre discussion avec Monsieur Magid Brown après cette petite pause. ما سمعتيش؟ لا. هم قالوا في حاجة هنعدلها في الديكور. Et de retour à l'exposition du siècle de Toutankhamon qui est actuellement en Grande-Bretagne. On parlait des pièces intactes ou presque intactes qu'on a trouvées dans la tombe de Toutankhamon, parmi lesquelles on doit parler des chars en bois. Oui. Il y avait, on a découvert 11 chars en bois durant des siècles et des années, et dans la tombe de Toutankhamon, on a trouvé 6, et après la restauration, on a pu restaurer 5 d'entre eux. Parlez-nous de ces chars en bois et de leur importance. D'abord, il faut dire qu'ils avaient été déposés dans la tombe en pièces détachées parce que leur taille ne permettait pas de les passer à travers la tombe. Et si vous voulez insinuer par votre question l'historique de ces chars en bois, parce que bien sûr, tous les objets sont importants, il n'y a pas d'importance particulière à ces chars, sauf peut-être il faut dire que le char a été introduit en Égypte pour la première fois lors de l'invasion des Hyksos au milieu du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et les Égyptiens anciens de l'époque, malgré toute leur connaissance dans tant d'autres domaines, ne connaissaient pas la forme de roue.
qui était nécessaire, bien sûr, à ces chars. Et ces Hyksos, ces envahisseurs, donc, avaient attelé à ce char, bien sûr, des chevaux. Animal que ne connaissait pas l'Égyptien ancien. Donc c'est grâce à l'arrivée de ces Hyksos avec ces véhicules que les Égyptiens ne connaissaient pas qu'ils ont réussi à s'introduire en Égypte et dominer l'Égypte pendant presque 2 siècles, qui correspond pour nous historiquement à celle que nous appelons la deuxième période intermédiaire, dont le roi Ahmos Amosis donc pourra chasser ces Hyksos par la suite, et qui fut peut-être ces 2 siècles ou un petit peu moins la durée nécessaire aux Égyptiens pour qu'ils maîtrisent eux-mêmes la fabrication de chars identiques auxquels ils attelleront des chevaux et ils utiliseront donc une même cavalerie pour repousser par la suite les Hyksos en des frontières de l'Égypte. Et après que ces véhicules, les chars, aient été des véhicules exclusivement destinés à la cavalerie de l'armée, bien sûr, par la suite, ça sera des véhicules de plaisance également pour les déplacements, pour les rois, pour aller à la chasse, par exemple, pour tous ceux qui auront les moyens. C'est comme aujourd'hui acheter une voiture. C'était un peu le mode de véhiculation de l'époque. Une des théories qui essaye d'expliquer la mort de Toutankhamon tout jeune, c'est qu'il a été écrasé par son propre char. Oui, c'est une des théories qui a été dite, mais aujourd'hui, ce que nous pouvons confirmer, c'est qu'il avait eu une plaie ou une blessure importante au genou, indifféremment du motif de celle-ci, que ce soit un chat ou un simple accident ou qu'il ait buté sur une pierre, on ne peut le savoir, et que par la suite, il a succombé suite à une hémorragie très importante. Déjà, il était assez chétif, il avait des problèmes d'articulation, c'est la raison pour laquelle on a retrouvé un nombre énorme de cannes dans sa tombe, puisqu'il avait du mal à marcher dès tout jeune. Donc, mais bon, aujourd'hui, nous sommes à peu près sûrs des circonstances de la mort, enfin des raisons de la mort. Les circonstances, bon, on parle d'accident de char, mais peut-être autre chose, mais c'est cette plaie très profonde au genou et qui a entraîné une hémorragie et qui a entraîné sa mort par la suite, très jeune, âgé de 19 ou de 20 ans au mieux, quoi. La collection de retour en Égypte va être placée au sein du grand musée du Caire, tandis que le musée de Tahrir continuera à exposer d'autres collections qui vraiment méritent également d'être connues. On n'a pas vraiment le temps, mais je voudrais 2 mots sur une collection éblouissante que j'ai découverte, celle de Yoya. Ah oui, justement, on parlait d'Akhenaton, Oui. dont les grands-parents furent Yoya et Toya, puisqu'ils furent les parents de Ti, qui fut l'épouse royale d'Amenophis III. Amenophis III et Ti furent les parents d'Akhenaton. Je crois s'il y aura une exposition avec ces trésors de Yoya, ça va vraiment cartonner partout. Bien sûr, peut-être ils sont moins célèbres, bien sûr, que Toutankhamon, mais ils commenceront à connaître sûrement une certaine célébrité si une exposition à leur sujet s'organise quelque part. Oui. Monsieur Magued Gobran, vous êtes égyptologue et guide touristique. Merci pour vos éclaircissements pour notre programme d'aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir accueilli chez vous. C'est ainsi qu'on termine notre édition pour aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Net International. Au revoir.